Alors là, c'est très difficile de présenter Bernard Jacquetin parce que vous ne le connaissez pas beaucoup dans cette assemblée, mais Bernard Jacquetin a été chef de service à Clermont-Ferrand, du service de chirurgie, gynécologie, obstétrique, et il a consacré sa vie à la statique pelvienne, et nous avons eu la chance d'être tous les deux les introducteurs en France de la fameuse bandelette TVT, c'est comme ça qu'on s'est connus, et depuis on a fait de longs chemins ensemble, et vous savez qu'il y a des débats sur les prothèses, et donc il va nous parler du problème de la chirurgie vaginale prothétique. Mes chers collègues, mes chers amis, ce n'est pas sans émotion que je parle pour la première fois dans cette enceinte mythique et j'espère que je saurai m'en acquitter. Alors Richard, qui évoquait notre amitié de longue date, m'a confié un sujet quelque peu polémique puisque l'utilisation de prothèses par voie vaginale est source à l'heure actuelle de problèmes médico-légaux, mais aussi d'un problème de réflexion globale sur la place de ces renforcements prothétiques. Alors, je vais essayer, mais je sais, me connaissant, et avec cette horrible horloge, elle est arrêtée. Ça, c'est affreux. De toute ma carrière, je n'ai jamais tenu un temps de parole. Ça va être très difficile. Car répondre aux trois questions, pourquoi, comment et où va-t-on, va être difficile dans ce délai. Alors, je tiens à dire, parce que ça se fait, semble-t-il, à l'heure actuelle, de déclarer ces conflits d'intérêts. Mes enfants ne sont pas de fonction dans Affirmeticon, mais moi, personnellement, oui, j'ai un brevet aux États-Unis sur une prothèse qui a été mise sur le marché, ProLift. Ce brevet accepté en 2006 avait été présenté dès 2002, et ce brevet n'est plus une source de conflit d'intérêts puisque le produit en question a été retiré du marché en mars 2013. Mais je tenais à vous le signaler. Alors pourquoi ? Eh bien d'abord par analogie, je pense qu'il y a dans cette assemblée beaucoup de chirurgiens qui ont mis en place des prothèses pour réparer les hernies de la paroi abdominale. C'est bien sûr sur cette chirurgie très largement utilisée, des millions de patients, des complications aussi, mais qui n'ont pas le même retentissement. Sans doute que la paroi abdominale n'a pas le même retentissement psychologique que la paroi vaginale. Et j'avais mis une plainte, car quand j'étais en train de découvrir toutes ces plaintes aux États-Unis, j'avais eu la chance de trouver une plainte d'un monsieur, certes, qui avait attaqué son chirurgien car il ne lui avait pas mis de prothèse de renforcement. Alors, tu l'évoquais à l'instant, Richard, c'est aussi et surtout l'essor des bandelettes sous-urétrales, bandelettes prothétiques dans l'incontinence urinaire qui nous a fait aller plus facilement vers l'utilisation de prothèses. Ces prothèses rétropubiennes que nous avons donc, Richard et moi, importées en France. Et puis, une autre prothèse mise au point en France par Emmanuel Delorme, urologue à Chalon-sur-Saône, qui utilisait la voie transobturatrice. Vous verrez sur quelques images que j'ai beaucoup utilisé ce concept de transobturateur. Et puis enfin d'autres qui avaient décrit des prothèses là aussi par voie vaginale pour fixer l'apex, utilisant une voie transglutéale que j'ai aussi transposée à notre technique. Et en fait, j'aurais peut-être dû commencer par là, sur le principe de cette prothèse de soutien. Eh bien, je m'étais inspiré d'une technique, certes faite avec des tissus autologues par Gilles Crépin à Lille, qui créait un véritable hamac vaginal avec le gros avantage, qui a à mon avis changé la donne, de fixer latéralement ce hamac. Vous verrez pourquoi ça a tellement d'importance. Alors pourquoi ? Eh bien, dans la chirurgie réparatrice, d'une manière générale, vous le savez, il y a un petit peu de savoir-faire et il y a rarement une technique admise de tous. Donc là, il y a plus d'une centaine de techniques décrites sur le plan de la réparation traditionnelle, qui utilisent par définition des tissus autologues, mais des tissus amoindris, au minimum distendus, très souvent avec une anomalie génétique, surtout chez des femmes jeunes, et qui négligent complètement les détachements latéraux, j'y reviendrai, car ça me paraît avoir une très grande importance, et des résultats somme toute décevants. J'ai toujours dit à mes patientes, à 3 ans, 30% d'échecs, à 5 ans, 50%, et à 10 ans, je promets rien. Alors, il y en a de temps en temps qui ont vécu plus longtemps que ces 10 ans, mais il faut reconnaître que si le prolapsus initial est volumineux, on a quand même des désagréments. Alors,
le renforcement prothétique consistait bien sûr à renforcer la paroi vaginale, puisque c'est une hernie à travers la paroi vaginale, mais surtout renforcer les fascias, qu'on n'avait pas pris assez en considération, les fascias viscéraux. Alors vous allez voir sur la diapo suivante qu'avant de réunir le groupe TVM, j'avais un peu tâtonné, allez je le montre. En général, même Éticon n'aimait pas beaucoup que je montre cette diapositive. Parce que, avant d'essayer d'uniformiser cette technique, j'avais essayé beaucoup de prothèses différentes. La plupart n'étaient pas de polypropylène. Et vous savez que les complications étaient d'une autre nature que celles qu'on voit à l'heure actuelle. J'insiste pas, mais j'étais quand même pas l'inventeur de la prothèse. Vous voyez, j'ai trouvé une référence de 1955. Il n'y avait que 10 cas, mais un Américain utilisait déjà une prothèse dans le vagin. Alors, quelles sont les contraintes? Alors, j'ai bien écouté le problème de la statique pelvienne, et effectivement, il y a d'autres facteurs. Tout le monde sait qu'il y a des ligaments qui soutiennent les organes pelviens. Cette comparaison avec le bateau bien connu, quand il n'y a plus de soutien, les tractions sur les amarres vont fragiliser, voire faire céder ces attaches ligamentaires. On sait plus ou moins les réparer. On connaissait bien sûr le système musculaire pelvien, cet ensemble très important qui ferme la cavité pelvienne. Depuis le jour saugrenu où nous avons eu l'idée de nous mettre en position debout, alors de rester confortablement à 4 pattes, où il y aurait beaucoup moins de problèmes de statique pelvienne, comme les vétérinaires le savent bien. Mais surtout, on a découvert un système cohésif, je l'ai déjà cité, de fascias viscéraux qui entourent la vessie, qui entourent le rectum, et qui sont fixés latéralement à la paroi pelvienne. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette comparaison avec le trampoline. Si vous réparez le fond de ce trampoline qui est déchiré, vous allez obtenir un bon résultat. Mais si les ressorts et les élastiques ont lâché sur un côté, vous pouvez toujours suturer au milieu. Votre trampoline sera inopérant. Et donc, il faut tenir compte de ces éléments anatomiques et tenir compte du terrain, du type de prolapsus, puisque vous l'avez compris, il y en a de différents types. Ils ont déjà été évoqués. Alors, comment, me demande Eh bien, standardiser la technique, d'une manière générale en chirurgie, et surtout en chirurgie réparatrice, ce n'est pas du tout dans les mœurs. Et je dois dire que c'est peut-être le seul revers que j'ai eu dans le groupe TVM, c'est que nous avons au début exclu un ou deux de nos collègues qui avaient un petit peu de mal à standardiser leur technique. Il y en a un qui est là qui se reconnaît. Formation adéquate des chirurgiens n'est pas réalisée dans de nombreux pays, malheureusement. Renforcement des fascias, j'ai parlé, et je pense que le polypropylène a quand même été, à partir du moment où on a admis que c'était le meilleur matériau, un apport considérable. Et ce rattachement à la paroi pelvienne latérale, sur lequel j'insiste déjà un peu, peut se faire sur des structures anatomiques, l'arc tendineux du fascia pelvien, la membrane obturatrice, le ligament sacro-épineux. Et puis ce concept du sans tension qui venait des prothèses sous-urétrales, qu'on appelait tension-free, eh bien, nombreux dispositifs nous permettent de le faire assez aisément. Alors, je parle de ce groupe TVM, à la fois parce qu'il est français, à la fois parce que je pense que nous avons travaillé de façon exemplaire, j'ose le dire. Alors, sur cette photo, je suis entouré, comme vous le voyez, par deux membres de l'Académie de chirurgie, Richard Villet et le docteur Axel Arnaud, qui est parmi nous, bien sûr, qui est un chirurgien digestif et qui m'a beaucoup aidé, travaillant avec le laboratoire Éticon, à mettre au point cette équipe, à assurer les échanges nombreux que nous avons eus pendant la dizaine d'années, puisque là, nous fêtions notre 10e anniversaire. Vous avez la liste de cette équipe qui vient de toute la France. 2 ou 3 de ces noms vont intervenir aujourd'hui. Michel Cosson après moi, demain pour la journée d'enseignement. Et je voudrais insister sur le fait que, entre autres, j'avais eu cette requête difficile à accepter pour un laboratoire de ne pas mettre la prothèse sur le marché avant 5 ans. Et Axel Arnaud m'a beaucoup aidé pour convaincre sa direction de se donner le temps nécessaire. Comme vous le voyez, la prothèse a été mise sur le marché en 2005, après un travail, me semble-t-il, très sérieux de notre équipe chirurgicale et de la collaboration avec ce laboratoire. Alors, la voie transobturatrice, en 2 mots, vous voyez, cette membrane obturatrice est facilement accessible par la voie vaginale, et à partir du moment où on la palpe, on peut faire traverser un instrument, quel qu'il soit, et l'arc tendineux du fascia pelvien, que j'ai représenté en vert ici, traverse cette membrane obturatrice. Alléluia, ça m'a semblé être une solution idéale pour fixer, alors c'est le Prolift, hein, ça a évolué, je vous le dirai tout à l'heure,
qui avait 4 bras, donc vous voyez 2 bras transobturateurs de chaque côté, pour recréer ce véritable hamac, ce trampoline solidement fixé latéralement, car il y a des formes de prolapsus où le défect paravaginal n'est absolument pas pris en compte par les techniques traditionnelles. Il n'est pas pris en compte non plus par les techniques par voie abdominale. Mais c'est un autre problème, nous en reparlerons plus tard. La prothèse postérieure, pas mal décriée dans la littérature, était là aussi par voie transglutéale, je l'ai évoqué tout à l'heure, fixée à des structures ligaments sacro-épineux, à l'époque ils s'appelaient petits ligaments sacro-sciatiques, et qui permet, là seulement avec 2 bras, d'avoir un rempart contre la rectocèle et une fixation jusqu'au centre tendineux du périnée. Et puis voilà, quand on fait une chirurgie réparatrice complète, vous voyez en rouge le soutien antérieur, vous voyez que c'est véritablement un hamac complet, et le soutien postérieur. Alors, j'ai dit que nous avions travaillé sérieusement à partir de 2004, en parallèle aux États-Unis et en France. Nous avons fait une étude prospective du dispositif TVM, ce n'était pas encore le ProLift, dont nous avons publié les résultats 1 an, 3 ans, 5 ans. Rassurez-vous, j'ai résumé un petit peu les résultats. Vous voyez en gros 90 patientes de chaque côté. Vous voyez le nombre de réopérations, c'est quand même pas considérable, si ce n'est que, mais à l'époque, c'était encore une découpe manuelle des prothèses, pas de bras de protection, une hystérectomie systématique. Nous étions assurément dans les plus mauvaises conditions, ce qui explique des taux d'exposition au niveau du vagin de la prothèse de plus de 15%. J'y reviendrai, à l'heure actuelle, ce taux chez des gens correctement entraînés est beaucoup plus bas. Et des taux de succès anatomique, vous reconnaîtrez qu'à 5 ans, approcher les 90%, quels que soient les scores qu'on utilise, je vois mal une technique autologue traditionnelle arriver. Et comme d'habitude, vous voyez, il y a beaucoup plus perdu de vue aux États-Unis qu'en France, c'est habituel dans toutes les publications. Nous nous étions aussi soigneusement penchés sur la fonction sexuelle, puisque beaucoup disent ces prothèses dans le vagin, c'est antinomique avec une vie sexuelle. Non, ce n'est pas antinomique. Vous voyez que le taux de dyspareunie de l'ordre de 12% est le même que celui qu'on a avec les techniques autologues, et ça c'est reconnu même dans les études dites evidence-based medicine ou dans la Cochrane Database. Le seul point faible, c'est que vous le voyez, en post-opératoire, nous avions qu'environ 40%, aussi bien aux États-Unis qu'en France, de patientes sexuellement actives. Et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi il n'y en avait pas plus, appréhension ou douleur ou complications. Pour en finir avec le long terme, parce que je pense que le long terme, c'est vraiment la clé du problème. On nous a asséné des études avec 1 an, peut-être 2 ans de suivi, nous disant la prothèse ne fait pas mieux que la voie autologue. Oui, c'est sûr, dans les premiers mois, ça ne fait pas mieux. À 5 ans, et a fortiori à 10 ans, nos patientes dont je vous ai parlé ont 12 ans maintenant de recul. Eh bien, on constate que, vous voyez, à gauche, c'est sur la réparation antérieure. Je ne sais pas si j'ai une flèche, oui. Voilà, ici, réparation antérieure, vous voyez, prothèse autologue, il n'y a pas photo, sur 5 ans. Si on compare tout prolapsus confondu, ça c'est la même courbe que celle-ci, bien sûr, vous voyez que là encore avantage à la prothèse. Et si on compare la fameuse voie de référence, dit-on, de la promontofixation, eh bien vous avez aussi une détérioration avec le temps. Les 2 courbes, c'est selon qu'on a fait une colposuspension de Burch ou pas. Je ne vais pas entrer dans le détail sur la raison pour laquelle ça donne une différence. Alors comment, Richard ? Eh bien, nous avons essayé de standardiser très soigneusement cette technique, je l'ai dit. Mais quand une technique a du succès, elle se développe rapidement, sûrement trop rapidement, voire de façon euphorique. Je pense qu'en France, et le laboratoire Ethicon aussi a eu ce mérite, je crois vraiment, de former tous les chirurgiens qui ont utilisé le ProLift à cette chirurgie avant de leur donner ce dispositif. Mais ça n'a pas été le cas dans beaucoup d'autres pays. En Europe, Scandinavie et Allemagne ont fait beaucoup aussi de travail sur ces prothèses. Aux USA, où malheureusement, j'ai souvent eu la confidence de ceux que je connaissais le mieux de me dire que c'était surtout parce qu'ils gagnaient du temps qu'ils utilisaient des prothèses, ce qui me paraissait un argument peut-être recevable, mais pas... En tout cas, ce n'est pas celui que j'avais fixé lorsque nous avons commencé à travailler sur ces prothèses. Et puis surtout, ce marché intéressant a fait qu'il y a eu de nombreuses copies, je ne sais pas combien, peut-être une 50aine dans le monde, et parfois de firmes n'ayant pas beaucoup de scrupules. Et puis de nombreux dispositifs pour faciliter la pose ont été mis au point, et souvent avec assez peu d'études pour les valider. Et bien sûr, on va commencer les complications. Alors on comparera
demain, mais encore de façon plus profonde de ces complications. Nous avions à l'époque, avec Michel Cosson, qui va, je pense, nous rejoindre, parlé de notre impression sur les complications, parce qu'on les a connues bien avant les autres. On savait très bien qu'elles existaient, ces complications, qu'en particulier l'exposition vaginale, dans certaines séries jusqu'à 30%, avec une technique adéquate, c'est 2 à 3%, que l'érosion vraie, c'est-à-dire dans un organe pelvien, est rare, voire très rare, et que le problème majeur, c'est une rétraction de cette prothèse, le shrinkage des anglo-saxons, qui est bien sûr la moins bien diagnostiquée et la moins bien prise en charge. En 2015, un article sur la mise au point d'un matériel idéal avait fait, j'aime assez ce schéma, qui vous montre, dans un premier cas bien sûr, le lâchage de fixation, là tout le monde a compris. Ici, la réaction inflammatoire très très importante qui va aboutir à cette encapsulation. Les chirurgiens que vous êtes savent que d'autres prothèses ont été, je redoutais cette cloche, que cette encapsulation, par exemple dans les prothèses mammaires, a aussi fait beaucoup couler d'encre. Et bien entendu, dans ce cas-là, non seulement cette rétraction va faire que le système va faillir aussi, mais il y a un contexte douloureux important. Il y a ce système où l'inflammation est un peu mieux contrôlée, mais va tout de même entraîner une fibrose importante. Et cette fibrose importante va exposer à ces complications vaginales, de l'exposition, voire de l'érosion, et parfois même peut aller jusqu'aussi au lâchage du système. Et donc, idéalement, c'est que cette réaction inflammatoire, qui est inévitable, c'est un corps étranger, va se tasser assez vite, qu'en contrebalancement, la fibrose va renforcer ce dispositif sans être excessive, et qu'à ce moment-là, on aura, excusez-moi, je me suis trompé de bouton, à ce moment-là, on peut espérer un résultat à long terme, et c'est bel et bien ce que nous avons constaté avec notre étude TVM. Alors, des recommandations, vu de ces complications, il y en a eu beaucoup et un peu partout. En France, comme vous le voyez, en 2012, des recommandations pour prévenir ces complications avec, et c'est souvent là où le bas blesse, quand il n'y a pas eu d'études suffisamment structurées pour le démontrer, des recommandations de grade C ou des avis d'experts. Vous savez que les avis d'experts de nos jours sont honnis par la collectivité. Et pourtant, je me disais que quelqu'un qui en fait beaucoup, qui en répare beaucoup, a peut-être plus de compétences que quelqu'un qui lit beaucoup et qui n'opère pas beaucoup. Je retire ça. Alors, j'étais très heureux de voir en ce début d'année 2007, de la part d'une équipe que j'aime beaucoup, à savoir l'équipe de Nîmes, Brigitte Faton en particulier a été ma collaboratrice dans près de nombreuses années, qui ont repris leurs complications justement sur 8 ans et qui eux aussi remettent un peu les choses dans l'ordre. Vous le voyez, enfin vous voyez en conclusion en tout cas, que le taux de réintervention pour complications liées à des prothèses dans leur expérience, c'est 2,8%. Là encore, ce n'est pas 30% comme certains nous le disent. Et on arrive à guérir la grande majorité des patients. Encore faut-il savoir s'y prendre effectivement. J'ai mis à côté une étude qui n'est pas encore publiée, seulement dans les congrès, mais qui va l'être. On a fait une étude prospective randomisée en France, comparant la voie haute, promotofication, contre la voie vaginale avec prothèse. J'en retiens simplement que sur 10 équipes françaises, 11 même je crois, eh bien, le taux d'exposition vaginale est de 2%, et pas de 30% comme on voit dans la littérature anglo-saxonne. Alors, peut-être que c'est ça qui a poussé Richard à me demander de traiter ce sujet, puisqu'en début d'année 2016, j'avais fait, mais dans la littérature française, là encore avec Michel Cosson, le point de ces prothèses vaginales. Alors, on ne va pas détailler ça, mais le retour de bâton, vous l'avez compris, était très sévère, après surtout les mises en garde de la FDA aux États-Unis. Mais l'HAS s'était aussi prononcé en France. Voici la liste des événements importants, et je ne vais pas les détailler devant vous. Non seulement, je vous l'ai dit, le ProLift a été retiré, mais plus récemment, une prothèse qui était aussi très reconnue, Elevate, a été retirée. Et donc, bien entendu, ça aboutit à une diminution, voire un écroulement du marché dans certains pays. Moins en France, où nous avons été à l'abri des médias. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, on a un petit rôle d'initiation dans ce problème. Et vous voyez, je vous ai donné une estimation, il y a à peu près 24 000 voix basses pour prolapsus en France annuellement. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un tiers de renforcement prothétique dans le registre que nous avions utilisé, et on arrivait à 50%. Et puis, il y a eu des recommandations européennes
Alors, ces recommandations européennes sont moins sévères que celles de la FDA américaine, et la conclusion qui est ici encadrée, qu'elle doit être réservée à des cas complexes après l'échec d'une première intervention chirurgicale, ça me va très bien. La sélection appropriée des patientes et le consentement éclairé, c'est fondamental, mais ce n'est pas spécifique à cette chirurgie, ça devrait être vrai pour toutes les chirurgies, mais c'est encore peut-être plus important. Je n'étais évidemment pas dans cette commission, mais j'avais des relations, le président de cette commission étant français, j'ai pu quand même discuter avec lui. Et puis la France, en 2016, a eu ce mérite de faire des recommandations communes. Vous voyez, il y a 5 sociétés savantes, gynécologiques, urologiques, digestives, pour faire des recommandations, j'allais dire malheureusement, uniquement sur le prolapsus non récidivé, en tout cas dans un premier temps, ce qui limite un peu. Et je suis d'accord aussi au fait que l'étude de la littérature ne plaide pas en faveur de l'utilisation systématique d'une prothèse pour un prolapsus de première main. En Europe, j'ai évoqué la recommandation européenne. Je suis un des membres fondateurs de la Société européenne d'urogynéco et on m'avait demandé aussi de faire le point où j'avais dit que le principal reproche qu'on pouvait faire à l'étude de la littérature, je l'ai déjà mentionné, c'est de se cantonner à des résultats à 2-3 ans alors qu'il faut les étudier à 5-10 ans pour montrer l'avantage des prothèses. Nous avons continué à Clermont à travailler sur notre prothèse puisque Prolift avait disparu. Nous avons fait des études anatomiques, vous reconnaîtrez certainement Richard Villet ici, mais aussi Delmas qui nous a accueillis. Et puis, et plus récemment, à Clermont, certains d'entre vous connaissent peut-être le CICE qui fait la formation de beaucoup d'internes, peut-être tous, à la chirurgie cœlioscopique, et nous avons depuis 1 an et demi maintenant commencé l'entraînement à la chirurgie vaginale chez la brebis, qui est un remarquable animal d'expérience. Et nous avons des brebis sur les pentes du Puy-de-Dôme. Et là encore, vous pourrez reconnaître certains de nos petits camarades qui étaient à notre première session de formation. Alors, les nouvelles techniques, il y a une évolution. Je vous ai montré ce sur quoi avait travaillé le groupe TVM. On cherche à limiter les complications. Donc, on l'a vu, c'est du polypropylène, c'est monofilament et c'est tricoté. Et plus les pores sont grands, mieux c'est. C'est sans doute pas le matériau d'avenir. On fera mieux, j'en suis sûr, car il faut lutter contre cette rétraction tissulaire périprothétique. Ce n'est effectivement pas la prothèse qui se rétracte, ce sont les tissus autour. Il y a de nombreuses maladresses chirurgicales, malheureusement, mais c'est la vraie source des complications sévères, car encore une fois, l'exposition prothétique, on en fait tout un fromage, c'est vraiment pas grand-chose à prendre en charge. Donc, on limite la densité des prothèses, de plus en plus légère, voire mixte, avec une partie résorbable, voire biologique, on pourra en discuter. On limite la taille, à mon avis, il y a une limite à ça, mais c'est vrai que la réaction tissulaire est proportionnelle au volume de matériel étranger, vous le savez bien. On supprime les fameux bras, les passages transglutéaux, transobturateurs que je vous ai montrés. On peut y arriver maintenant avec des devices qui sont très commodes pour aller faire ces fixations. Et puis la prothèse postérieure, n'a pas beaucoup de vent en poupe. Pourtant, je crois que ça a été dit tout à l'heure, la réparation antérieure bien faite expose à une décompensation postérieure, mais l'artefact d'utiliser la bore antérieure et donc la prothèse antérieure pour faire une fixation de l'apex, donc une sacro-spinofixation par voie antérieure, est évidemment un moyen de contourner le problème intéressant. Là encore, je cite l'équipe de Nîmes, il y a eu beaucoup d'autres maintenant prothèses qui tendent à faire cela, qui fait à la fois donc le soutien antérieur et le soutien apical dans un même geste. Alors, je propose, parce que je suis en retard, mais je m'y attendais, à ce que vous pouvez peut-être lire rapidement, mes 3 avis d'experts pourraient être l'objet d'une discussion avec vous, puisque ce sont que des avis d'experts. Donc ça, c'était que proposer à l'heure actuelle. Ça, c'était qu'en penser. Et je pense que l'évolution sans incision cutanée est une évolution intéressante. Et ensuite, que choisir? Eh bien, malheureusement, devant ce déchaînement contre les prothèses vaginales, on revient à des techniques ancestrales. Aux États-Unis, le colpoclisis c'est très à la mode, si vous ne le savez pas, c'est la fermeture totale ou quasi totale du vagin. Nous avons un peu de mal en France à admettre cette technique. Je dis souvent, parce que vous l'avez compris, je suis plutôt en fin de carrière qu'en début, ce retour à cette technique me rajeunit, parce que c'est ce que j'ai appris quand j'étais interne. Et enfin, prouve à l'évidence que la nouvelle technique idéale n'existe pas encore, ça j'en conviens parfaitement.
Mais je sais aussi, car j'ai l'âge qui m'a permis de voir les débuts de la laparoscopie, à Clermont-Ferrand, on a beaucoup donné sur les débuts de la laparoscopie. J'étais à Strasbourg à l'époque et on me disait, mais ils sont complètement fous ces gens-là, je m'en souviens très très bien. Et puis le TVT à 17 ans, il y a 17 ans, hein, quand on a commencé à en parler, en France comme à l'étranger, on nous a quand même évoqué qu'il y avait en Angleterre des morts liés au TVT. Oui, effectivement, ils avaient fait un infarctus une dizaine de mois après leur prothèse. Je ne suis pas sûr qu'il y avait un lien. L'avenir, c'est les nouveaux matériaux, c'est la bio-ingénierie. Je ne suis pas compétent dans ce domaine, mais incontestablement, on va évoluer vers des cellules souches qui seront greffées sur des échafaudages, dont je dis toujours qu'ils ressembleront de très près à nos prothèses actuelles. Vous voyez que j'accorde beaucoup d'importance à la théorie du hamac. Je vous remercie de votre attention et je suis heureux d'avoir comme modérateur François Habre, car dans la longue liste que je vous ai montrée des étapes, il y en a une qui était, je t'avais mis en rouge, n'est-ce pas, la constitution d'un groupe de travail à l'AFNOR pour essayer de faire des recommandations malheureusement pas obligatoires, peu de firmes s'y sont confortées, mais beaucoup de ces recommandations ressemblent à ce que on nous propose à l'heure actuelle au niveau américain ou européen. Merci beaucoup. François Habre va faire donc une petite introduction à la discussion. Merci Richard, merci Emmanuel pour votre indication. Bonjour à tous. Bon, quand je savais que je devais parler après Bernard, je me suis dit, c'est pas la peine de faire de diapositive, il va falloir rattraper un petit peu de temps. Cette histoire des prothèses vaginales, c'est véritablement un cas d'école et ça dépasse finalement la chirurgie du prolapsus. Et je pense que c'est heureux qu'on en parle ici dans cette maison parce qu'il y a peut-être un travail à faire, d'ailleurs assez rapidement, sur cette question. Finalement, la mise en place de cette recherche était parfaitement légitime. Il y a un besoin médical non couvert, les interventions existantes, on verra tout à l'heure, la promontofixation ne règle pas toutes les questions. Donc il y a un besoin médical non couvert. Il y a la mise au point d'un dispositif, finalement, dans la durée, qui s'est fait, et avec un partenariat intelligent avec l'industrie, Bernard l'a dit. Alors pourquoi est-ce que finalement, cette expérience n'a pas abouti? Moi je vois au moins deux raisons à ce relatif échec, en fin de compte, et à ce qui nous amène à en discuter aujourd'hui. La première explication, c'est peut-être la reconnaissance trop tardive de ce que l'on appelle dans le médicament la reconnaissance de la population cible. C'est-à-dire pour qui et pour quelle patiente il faut véritablement utiliser cette technique. Finalement, cette notion de recommandation et de dire on va utiliser ces prothèses pour tel type de patiente, c'est arrivé secondairement, après les complications, et notamment dans certains pays, peut-être d'ailleurs avec la poussée industrielle, les intérêts économiques, il ne faut pas le nier, il y a eu une diffusion, tu l'as dit d'ailleurs, trop rapide de ces matériaux, et avec la notion que ça allait tout remplacer, et que ça allait supprimer ou éviter les autres interventions. Et donc attention d'ailleurs aujourd'hui, avant qu'on parle de la promontofixation, à ne pas tomber dans le phénomène inverse et en disant il faut arrêter toute chirurgie prothétique vaginale et finalement les autres interventions et la célioscopie remplacent tout. Donc le premier point, je crois que c'est d'emblée, lorsqu'on met en place une technique, c'est de définir la population cible pour laquelle cette nouvelle technique est réellement adaptée, quitte à restreindre cette population cible pour essayer d'avoir des succès et élargir progressivement la base des indications. Mais ce n'est peut-être pas le point essentiel. Le point essentiel, c'est la formation chirurgicale. Et on est véritablement, je ne le savais pas encore avant d'avoir le sujet de cette communication, dans un vrai sujet d'actualité. Vous savez probablement que le ministère de la Santé vient de mettre en place une commission pour lancer le chantier de l'accréditation, de la recertification des médecins généralistes, voire des médecins toutes spécialités confondues. La commission est quasiment mise en place, un de nos collègues vous dira, il a été déjà nommé. Je peux vous dire que ça agite actuellement toutes les officines qui préparent les programmes à la prochaine campagne ou à la campagne présidentielle qui est en cours. Et on le voit bien, l'essentiel des complications est quand même venu d'une lacune de formation chirurgicale. Ce qui veut donc dire que lorsque l'on met au point ces techniques, il faut, d'une part, d'emblée penser comment la formation sera délivrée. Et c'est là aujourd'hui que l'on est probablement, et c'est vrai d'ailleurs en gynécologie, c'est vrai en urologie, mais j'imagine c'est vrai également en orthopédie, comment doit se faire cette formation, en particulier continue. On ne parle pas là de la formation initiale, on parle de la formation continue. Est-ce qu'on doit, on avait abordé ces discussions, Michel, la semaine dernière, est-ce qu'on doit accréditer
intervention par intervention, un certain nombre d'opérateurs en disant voilà, c'est une opération recensée comme sensible, vous devez avoir fait une formation. Oui, mais quelle formation? Comment doit-on valider les programmes de formation? Nous faisons tous, j'imagine ici, des masterclass, comme on dit, on accueille des gens, on leur montre des techniques chirurgicales, souvent d'ailleurs des collègues amenés par l'industrie pharmaceutique, mais quelle est la qualité de ces formations? J'en dispense régulièrement. Il y en a peut-être une encore demain ou après-demain au Diaconesse. Quelle est la qualité de cette formation? Qu'est-ce que retire le collègue qui est venu assister et voir finalement un chirurgien en train de poser sa prothèse? Donc nous devons, et je crois que ça pourrait être une des missions de cette académie, réfléchir à la manière de certifier les programmes de formation. Moi je me souviens, dans le TVT, nos collègues finlandais avaient organisé une formation extraordinairement pointue, puisque lorsqu'un chirurgien finlandais, un gynécologue notamment, devait mettre en place un TVT, il devait se rendre dans un centre formateur et ensuite accueillir dans son propre centre le formateur, et le formateur l'observait et regardait comment il faisait, quitte à s'habiller pour le premier malade, et à regarder ensuite en retrait comment il faisait le deuxième malade, et après le troisième patient il disait « Oui, ce chirurgien maintenant est formé à la technique, on peut le laisser voler de ses propres ailes ». On en est très 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 loin. Et donc on va devoir, je pense, se poser cette question rapidement. Avant que les pouvoirs publics ne se la posent, ils se la posent déjà pour la médecine générale. Attention, nous devons nous la poser sur la notion de certification individuelle, probablement, je pense, et je le crains, par acte, en tous les cas, dès lors que c'est un acte identifié comme sensible. Voilà, je crois que c'est un point essentiel et qui explique les difficultés en partie, au-delà des problèmes technologiques et de matériaux, mais qui explique en partie les difficultés rencontrées avec cette technique. François Richard. Oui. Non, alors je voulais confirmer ce qu'a dit François Habb et le rassurer, puisque aussi bien au niveau de l'Académie de chirurgie qu'au niveau de l'Académie de médecine, on est en train d'ailleurs de faire un rapport, on va être auditionné par la Cour des comptes avec Dominique Franco sur justement ces problèmes-là de recertification, ces problèmes de comment faire une formation continue efficace. Et actuellement, c'est une des discussions qu'il y a dans le cadre de la réforme du 3e cycle, parce que ça impose de garder au niveau des postes de chef de clinique et postes d'assistants un nombre suffisant de gens pour qu'ils puissent ensuite être et participer à cette formation. Et puis il y a un troisième point que l'étude que Bernard Jacquetin vous a montré, qui est également très intéressant, c'est que, et on se connaît depuis très longtemps, on a travaillé ensemble, etc., la qualité de ceux qui faisaient partie du groupe TVM était parfaite. Ils ont montré qu'ils avaient des résultats sur le plan des complications qui étaient très faibles. Et c'est tout le problème de la chirurgie. En France, les moyens d'apprécier une technique se font à partir d'experts qui sont entraînés, qui ont réfléchi. Puis une fois que la technique a été validée par des études randomisées, elle est diffusée comme ça. Il n'y a aucun registre, ou des registres mal faits, et les complications qui sont survenues, plus à l'étranger qu'en France, Bernard l'a bien dit, mais il y en a également en France, qui sont survenues, s'il y avait eu un système de registre, comme certaines spécialités, comme la chirurgie cardiaque notamment, a mis au point et qui regroupe 98% des gens qui sont opérés, avait été généralisé à l'ensemble des spécialités, on se serait probablement aperçu beaucoup plus tôt que des gens qui n'avaient pas l'expérience ne pouvaient peut-être pas faire ces techniques parce que les complications survenaient trop vite. Et à ce moment-là, ça pose le problème des centres référents et des centres experts. Pour l'exemple qu'a dit François sur la formation, quand les sphincters artificiels sont arrivés en urologie, moi j'ai passé mon temps, j'ai été dans 70 centres différents pour contrôler ce que faisaient les gens. Et puis il y a des centres qui n'ont jamais développé, d'autres qui sont développés. Et je pense que ces trois points-là, de l'indication de la formation continue et de la technique entre études randomisées et registres, sont des points très très importants, et c'est là où les académies ont un rôle majeur, je suis 100% d'accord. On peut même rajouter un intérêt économique absolument majeur, parce qu'une telle formation coûte de l'argent. Bien sûr, il faut la mettre en place, elle coûte de l'argent, l'industrie le fait plus ou moins bien aujourd'hui, mais elle doit être indépendante. Mais elle en rapporte énormément. Combien coûtent les complications et les reprises chirurgicales? Donc finalement, au bout du compte, les économies sont massives en mettant un programme de formation adapté. Alors on va être obligé de clore cette discussion pour l'instant. Moi je vous remercie tous les deux pour vos interventions et je retiens quand même qu'effectivement l'évaluation en France s'est faite puisqu'on a su critiquer nos résultats et vous avez
on est arrivé à modifier nos pratiques et les matériels utilisés. Je crois qu'il y a une chose qu'on oublie aussi, c'est que les patients vieillissent autour du matériel. C'est quelque chose qu'on ne sait pas évaluer aujourd'hui, qu'en matière fonctionnelle pelvique-périnéale, nos patientes continuent à avoir les années qui font leur effet. Les résultats de ce qu'on fait à 1 an ne sont pas ceux à 5 ans ou 10 ans, parce que la patiente n'est plus la même non plus. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne regarde jamais très très bien, de façon précise, le vieillissement physiologique autour du matériel. Voilà. Alors il y a aussi les logiques de prévention post-opératoire. Oui. On vient de valider des programmes personnalisés de soins post-opératoires, définissant des patientes à bas risque, risque intermédiaire ou haut risque de récidive. On opère une femme de 35 ans sportive de haut niveau. Il est clair qu'elle est à haut risque de récidive. On ne va pas lui faire le même programme d'accompagnement post-opératoire qu'une femme de 75 ans à qui on fait sa première chirurgie de réparation. Donc ça, c'est souvent un peu négligé.